4e jour du mois de Carême. Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent l'ambassadeur Yé Samaké. Il est président d'honneur du PACP. Monsieur Samaké, merci de cette comparution devant les Grands Jurys. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta. Oussaz Abdraman Keïta, pas Eladj, mais Oussaz Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Abdraman, j'espère que ça ne le conteste pas. Je suis quand même Oustaz. Oui. Parce que je suis beaucoup plus versé dans les connaissances coraniques que lui. Donc, je suis... Ça, c'est à démontrer. Ça me va bien. D'accord. Eladj Chana Takiyo, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Eladj. Bonsoir Barou. Comme tu l'as si bien dit, c'est à démontrer. Oui, c'est à démontrer. C'est vraiment à démontrer. pour le statut d'Abdraman. Je peux lui concéder le titre Oustaz, mais plus versé dans les versets coraniques que moi. Oui, c'est vraiment à démontrer. Discutable. Très discutable. Oui. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à tous nos téléspectateurs du côté de Wouelessebougou. Déjà, M. Samaké, votre observation sur la composition du jury? Bon, je suis tout heureux de revoir ce grand jury. D'abord, permettez-moi de faire un clin d'œil aux toute heureuse population de Wouelessebougou qui sont en fait en direct aujourd'hui sur la radio Faso Kanou. Et donc, le chef de village Fakorba Samaké est à l'écoute en ce moment. Et tous mes respects à la chefferie de Wouelessebougou. Pour le jury, c'est un plaisir de les retrouver. Il me semble qu'ils sont en pleine forme et qu'ils ont le temps après les méditations de ce mois de carême, et ils sont prêts à rendre une justice équitable. Les Maliens ont besoin de ça, et le Mali a besoin de justice. Soif de justice. Et nous avons soif de ça. Et donc, très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Sauf que les Maliens aussi ont besoin d'en savoir plus sur votre annonce. Un Malien, 1 million également. Je pense que la justice équitable dépend de la vérité d'abord. Oui. Et les Maliens ont beaucoup plus soif de vérité aujourd'hui. Et la justice que nous allons dire aujourd'hui dépend certainement de vos approches, de votre façon d'apprécier le déroulé des choses ici. Et je pense que ça a changé entre-temps, puisque vous étiez quand même un des plus grands défenseurs de cette transition. C'est vrai. Aujourd'hui, cette transition n'a peut-être pas le même visage qui a prévalu à votre soutien. Et je pense que cela va se ressentir un peu dans votre courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et l'autre justice, notre délibéré va beaucoup dépendre de ce courage-là. D'accord. Eladj? Effectivement, je partage le point de vue de mon voisin de la droite. La justice, mais tout doit commencer par la vérité. La vérité des faits. Comme on le dit dans notre jargon, les faits sont sacrés, les faits sont têtus. Oui. Il faudrait accepter, reconnaître un certain nombre de faits, dire la vérité, et c'est sur cette base, sur la base de la vérité, qu'il peut y avoir une justice saine. Nous avons soif de justice, et je pense que le verdict que nous allons rendre ce soir dépendra de votre courage, de votre engagement et de votre cohérence vis-à-vis des vérités. D'accord. Parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités aussi. D'accord. On va, Ishana a parlé de faits déjà, on va parler de faits. Récemment, on vous a vu aux États-Unis, aux côtés d'un important leader religieux malien. Je vais parler de Ousmane Chérif Madani Aïdara. Déjà, d'où vient cette proximité avec M. Aïdara? Une manière pour vous d'attirer sa couverture? Vous savez... Alors même qu'il n'est peut-être pas un co-religionnaire. Je suis chrétien. D'où ma curiosité déjà. D'où ma curiosité. Je suis chrétien et je l'assume pleinement. Et je respecte ce mois sacré de Ramadan. Et tu respectes les musulmans?
Absolument. Mon père fut musulman, je suis né dans une famille musulmane. Et tous mes frères sont musulmans. Ma maman était musulmane. Et donc, j'ai une appréciation, une très forte appréciation et un grand respect pour la religion musulmane. Que chacun le sache. La religion, c'est un choix personnel. Absolument. J'ai grandi. Elle est personnelle. J'ai grandi dans la foi musulmane. Et aujourd'hui, je suis chrétien. C'est un choix que j'ai fait et que j'assume pleinement. Ça ne vient pas sans conséquences, ça ne vient pas sans difficulté, bien sûr. Mes frères et mes sœurs souhaitent toujours que nous partagions les mêmes nattes de prière. C'est difficile pour eux, c'est difficile pour moi. Mais Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Ceci dit, oui, une pression énorme vient d'être mise sur ma personne, la demande de vérité par les jurés. Et je suis là pour parler franc. Oui. Et c'est toujours avec une très grande franchise. Souvent, je me contredis. Mais ce n'est pas par calcul, c'est par raisonnement. Récemment, c'est vrai, j'ai eu l'insigne honneur d'initier le voyage de Chérif Ousmane Madani Aïdara aux États-Unis, qui m'a permis de connaître mieux cet homme qui est en réalité un cadeau pour le Mali. La raison pour laquelle nous avons effectué ce voyage ensemble, c'était dans le cadre du dialogue interreligieux. Je me suis vanté aux États-Unis. Je ne suis pas ansardine, je n'appartiens pas à la foi musulmane, mais j'apprécie les actes posés, surtout par Assir Chérif Ousmane Madani Aïdara, dans le cadre de l'apaisement dans ce pays, dans le cadre du dialogue interreligieux, dans le cadre de l'entente. Et j'ai un respect religieux envers les leaders religieux pour le rôle qu'ils jouent chacun. Vous appréciez sa générosité ou sa foi par rapport à la religion? Les deux. Je pense que c'est surtout sa tolérance. Sa tolérance vis-à-vis des autres religions. Et son ouverture. L'ouverture, surtout la liberté, il prône la liberté de religion, qui est une stipulation constitutionnelle au Mali. Et c'est ce qui m'a permis, parce que il y a des religieux, il y a des musulmans au Mali aujourd'hui qui ne croient pas à la cohabitation des religions. Il a brisé ce mythe-là d'abord sur les 8 millions de followers qu'il traîne, sur les 2 millions d'adeptes d'Ansardine, aujourd'hui qui respectent sa vision d'entente entre les différentes religions. Et donc, j'ai souhaité qu'il partage ce message-là avec le monde entier, à commencer par les États-Unis. Déjà, la visite des États-Unis a suscité des réactions en Indonésie. Ça a suscité des réactions. C'était dans quel État? On a fait Utah, on a fait Washington DC, la capitale, où nous avons rencontré à Utah les leaders religieux musulmans et chrétiens. Il y avait des Qataris, il y avait des Syriens, il y avait des Marocains, mais lui, il était l'invité d'honneur. Il parle arabe? Oh, absolument, il parle en arabe. Je ne saurais pas l'apprécier personnellement. Je pense que les autres le comprennent parfaitement. Et donc, je pense qu'il parle très bien arabe, sans pourtant. Et pourquoi il devait passer par votre passeport pour accéder à cette audience-là? Vous savez, chacun a ses compétences et ses capacités. Chaque homme a ses compétences et ses capacités. C'est une diplomatie citoyenne. J'ai été consul honoraire du Mali en Utah. Je connais le système américain. Je connais... j'ai été ambassadeur. Et donc, pour moi, cette visite est précurseur du lancement des idéaux prônés par ce grand religieux. Non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, non moins président du guide des Ansardines. D'accord. Alors donc, on est allé à Washington DC, on a été reçu par le département d'État américain.
il a présenté sa vision à l'Institut pour la paix des États-Unis. Il a été reçu à l'Institut pour la liberté religieuse internationale. Et donc, il a pu propager, il a pu démontrer qu'au Mali, chez nous ici, malgré ce que les uns et les autres disent de notre pays, malgré le djihadisme que nous connaissons dans ce pays, que le Mali, en majorité, le djihadisme ou le terrorisme? Les deux. Les deux. D'accord. Vous voulez nous dire, attendez. Je vais juste terminer par dire qu'il a porté le flambeau. Donc vous voulez dire qu'il a rencontré de hautes autorités? Absolument. Des hautes autorités? Absolument. Le département d'État. Vous êtes sûr que c'est avec la caution des autorités d'ici, du Mali, puisqu'on apprend qu'un autre leader religieux, qui était à la place qu'il occupe aujourd'hui, a des ennuis en Algérie, pour être passé, rencontrer les officiers algériens sans passer par... les contextes. Sans informer les autorités maliennes ont été informées. Nous avons informé l'ambassade du Mali par courrier officiel. Mais les contextes sont différents. Nous ne sommes pas partis contester ou parler de la politique intérieure du Mali. Oui. Nous sommes partis parler de la cohésion sociale. D'accord. Abdraman, on va vous donner le champ, allez-y. Oui, vraiment, Monsieur le Président. Nous sommes dans les généralités. Dans les généralités. J'ai hâte vraiment quand vous dites que vous êtes d'une famille musulmane, toute la famille est musulmane, et vous êtes catholique, vraiment. Pas catholique. Vous êtes chrétien. J'ai eu un pincement de cœur. Et pour moi, vraiment, vous vous êtes égaré. Est-ce qu'on peut savoir les raisons de cet égarement? Je préfère ne pas en parler parce que c'est personnel. J'aurais pu, mais puisque vous êtes d'accord que c'est un égarement d'abord? Non, absolument pas. Non, c'est la raison fondamentale. Déjà, quand lui qualifie, il a déjà jugé que c'était un égarement. Et donc, tout propos que je tiendrais serait insignifiant. Et donc, je lui laisse son jugement. Et je l'invite quand même à suivre les traces du shérif Ousmane Madani Aïdara dans la tolérance, de l'acceptation du choix de l'autre. D'accord. Okay. Allez-y, Abdraman. Effectivement, vous avez dit que vous avez usé réellement de votre position d'ancien diplomate pour ouvrir des voies. Et c'est sur ça, effectivement, que moi, je voudrais insister. Et au moment où le Mali a pris la courageuse, je vais même dire la téméraire décision de quitter la CEDEAO et de créer l'AES avec 2 autres pays aussi enclavés, et dans un contexte de crise également, une superposition de crises, dont la crise que nous entretenons avec l'Algérie, avec la France, et cette autre crise qui déteint déjà sur nos binationaux, les binationaux franco-maliens et autres là. Vous, en tant qu'ancien diplomatique, vraiment, on est tenté de demander le regard que vous portez sur les orientations que la diplomatie malienne connaît aujourd'hui. Vous savez, il y a conflit quand la diplomatie n'a pas réussi. L'objectif de la diplomatie, c'est d'éviter les conflits entre les nations. Et donc, à chacun de porter son regard. Aujourd'hui, personnellement, je n'aurais jamais envisagé un Mali coupé de sa sous-région, coupé de ses voisins. L'isolement ne sert aucun pays. Ceci dit, les autorités actuelles ont leur agenda, qui est totalement, je pourrais le dire, différent de l'agenda que je pourrais avoir pour un Mali rayonnant sur la scène internationale. La voix du Mali a toujours porté sur la scène internationale, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit dans l'Union africaine, que ce soit à la CEDEAO. Imaginez-vous, notre constitution stipule que nous sommes prêts à abandonner une partie ou l'entièreté de notre territoire pour l'intégration africaine. Notre souveraineté pour l'intégration africaine. Et donc, nous sommes à un tournant de notre histoire. Et que aujourd'hui, la gouvernance militaire, parce que nous avons des autorités militaires qui ont choisi de prendre une voie qui n'est peut-être pas... Peut-être même une diplomatie militaire aussi. Bon, je n'appellerai pas une diplomatie militaire. La plupart des ambassadeurs quand même sont...
Oui, parce que la diplomatie sert le régime en place. Et donc, ils ont leur agenda. Et nous ne savons pas les aboutissants et les tenants même de cette décision. Mais ce ne sont pas des décisions... Non, mais on le connaît. On le connaît puisque ça repose sur les principes de gouvernement qu'ils ont pris. Ils parlent par exemple de prise en compte des intérêts du... Oui, les trois principes évoqués. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce que nous sommes en train de faire, on est en train de faire réellement dans l'intérêt bien compris des Maliens? C'est la voie qu'on est en train de prendre. Je ne prendrai pas, vous pensez moi, que je ne prendrai pas une telle orientation enfin, pour le bénéfice des Maliens. Je ne crois pas que ça sert les Maliens. Je crois que ça nous dessert en beaucoup de lieux. Cependant, je dis... En quoi? En quel lieu? Comment ça nous dessert? Est-ce que vous pouvez étayer? Les Maliens de l'extérieur, d'abord, aucun pays ne se suffit à lui seul. Nous ne pouvons pas quitter un ensemble plus grand pour venir nous empêtrer dans un petit ensemble. Ce n'est pas viable, l'AES. Je n'ai jamais apprécié notre sortie de la CEDEAO. Je n'ai jamais apprécié la création de l'AES. Pourquoi? Parce que 3 pays dirigés par des leaders qui n'ont pas l'onction du peuple, qui ne sont pas élus. Alors, si demain, un président démocratiquement élu au Burkina, au Niger ou au Mali venait à prendre le pouvoir, il peut détricoter ce qui... Bon, la constitution du Mali interdit au président démocratiquement élu d'avoir cette acquaintance avec des criminels. Parce que les autorités issues d'un coup d'État constituent un crime imprescriptible au Mali. Notez-le bien. Le président ne peut en aucun cas s'assimiler avec des criminels. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte... Est-ce ça veut dire que c'est des criminels qui sont au pouvoir? À vous entendre parler? Non, ce n'est pas en m'entendre parler, c'est en lisant la constitution du Mali. Oui, en le lisant, est-ce que pour vous, c'est des criminels qui sont au pouvoir? Ce n'est pas pour moi ou pour qui que ce soit. Je parle... C'est à la justice de le déterminer. Absolument. S'ils le sont ou pas. Mais aujourd'hui, je dis, si moi je suis élu, je ne peux pas m'associer à un régime issu d'un coup d'État. Donc vous voulez dire, en clair, que ceux qui dirigent aujourd'hui les pays de l'AES ne sont pas habilités à prendre la décision qu'ils ont prise de quitter la CEDEAO. Je n'ai pas ils n'en ont pas le pouvoir constitutionnel. constitutionnel. Ils ont pris beaucoup de décisions aujourd'hui qui me mettent très mal à l'aise. Notamment la décision de quitter la CEDEAO, notamment l'isolement que nous continuons de connaître. Cependant, je l'ai toujours dit, souvent ça vexe. Les autorités actuelles ont une plus grande légitimité que moi. Je peux parler que dans le contexte, si je suis président du Mali, j'éviterai l'isolement du Mali. Plus de légitimité, ça découle de quoi leur légitimité? Bon, ils sont au pouvoir. C'est eux aujourd'hui qui sont au pouvoir. Quelle que soit la nature de cette légitimité, ils l'ont. Oui, Monsieur le Président, en parlant tout à l'heure de vérité, de fait, on rentre dans l'actualité. Bien sûr. Le gouvernement vient de dissoudre l'association des élèves étudiants du Mali, faire de lance du mouvement démocratique, un symbole de la révolution du 26 mars. Quelle lecture faites-vous de cette dissolution? Est-ce que vous pensez que la dissolution de l'AEM est bien fondée? Absolument. Là, ça, je le pense. Je le pense. C'est vrai que... Je rappelle que Chana était un ancien de l'AEM. Hein? Moi aussi, d'ailleurs. Je suis ancien de l'AEM en 91. Je suis sortant de l'école normale supérieure. Je suis sortant du lycée Prosper Camara. Est-ce que vous étiez membre du bureau? Non, pas du bureau national. Donc, non, même du bureau local, oui, bien sûr. Du bureau local. Oui, j'ai été membre du bureau de l'ENSUP. Qui était votre secrétaire général à l'époque? Sega? Je ne me rappelle même plus. Ah, allons-y. Ça fait les années 91. Je ne me rappelle absolument plus. Avec les Modibo? D'accord. Mais moi, d'ailleurs, en 2013, déjà, j'avais mis dans mon projet de société la dissolution de l'AEM. Ce n'est pas que j'ai... D'abord, l'AEM ne sert plus son objectif. Il faut localiser le leadership estudiantin et scolaire. Chaque établissement doit avoir son conseil scolaire. Ça ne doit pas être lié à l'ENSUP, à l'ENA ou dans les autres établissements. Chacun peut avoir son leadership d'étudiants ou d'élèves dans le lycée
et dans les écoles primaires. En quoi c'est fondé cette dissolution? Il s'agit de ça et non de ce qu'il faudrait faire. Bon, en fait, c'est la criminalité qui accompagne l'AEM, et c'est aussi dans le sens de l'inefficacité aujourd'hui, où on est arrivé à faire de l'AEM un outil de gain plutôt que de servir l'intérêt de l'école et des élèves. Je ne connais pas un Malien aujourd'hui qui pense que la direction que cette association a prise soit juste. Nous avons peur d'envoyer nos enfants à l'école. L'armement qu'on y trouve sur le campus, dans l'espace universitaire et scolaire, ça fait peur. Il faut prendre des décisions, souvent difficiles. Il y a des décisions que cette transition peut prendre que j'apprécie. Il y a des décisions qu'elle prend que je n'apprécie pas du tout, mais celle-là est l'une de ces décisions que j'apprécie. Il n'y a pas une mesure alternative outre que la dissolution? Quand on gère un pays, c'est pour gouverner, c'est pour résoudre les difficultés et nous pour faire disparaître Absolument. les associations. Non, pour le cas de l'AEM, acceptons que nous puissions recréer le leadership étudiantin. La forme que nous avons aujourd'hui ne marche pas, n'a pas marché, ne sert pas l'école, n'a pas servi les élèves. Ouais. Donc il faut vraiment aller à une nouvelle forme. Il faut décentraliser, absolument décentraliser, et de façon autonome et indépendante, les différents leaderships, les différents établissements. C'est comme ça que ça s'est fait au Japon, c'est comme ça que ça s'est fait aux États-Unis. Oui, mais sauf que, Monsieur le Président, que j'en ai déjà évoqué, et certains en font un trophée de démystification de la démocratie et du mouvement démocratique. Sinon, je rappelle que c'était une recommandation. Effectivement, la dissolution. Oui. Ouais, mais aujourd'hui, on l'a déjà entendu, par exemple, sur le communiqué, dans le communiqué mais on a pris quand même, ils ont senti la nécessité de venir l'appuyer encore en faisant un flash spécial là-dessus, comme quoi on a dissous l'AEM. Comme si c'était comme je l'ai dit, un trophée de démystification du mouvement démocratique, surtout que ça intervient dans le mois de mars, bientôt le 17 mars, qui est vraiment la journée de l'AEM, on dissout l'AEM. La mort de Cabral, là. Et on parle de plus en plus, on est engagé bien avant l'AEM dans une logique. Je comprends parfaitement l'émotion que Chana peut porter dans une à logique, notre association, dans une association et vous-même. Dans une logique de démantèlement des symboles de la lutte du 26 mars, avec même on parle même de dissolution des partis politiques, avec le multipartisme intégral est également un fruit. Un conseil du Premier ministre, beaucoup, un a demandé la dissolution des partis politiques. Un fruit de ce combat-là. Nous sommes aujourd'hui mars. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez avec ce démantèlement progressif de cet esprit-là, de mars 1991? Ah oui, parce que la dissolution de l'AEM... Je suis pragmatique. Moi, c'est le résultat qui compte. Je suis très pragmatique. Aujourd'hui, s'il y avait une meilleure option, j'allais proposer, à mon entendement. La suspension, ils avaient suspendu. Non, ils sont suspendus. Oui. Et c'était vraiment... Non, on pensait que c'était pour mettre de l'ordre, mais après on vient... Non, il est vrai que vraiment l'AEM... On va quand même écouter sa réponse. Personne ne peut soutenir les erreurs de l'AEM, tout ce que c'est. Personne ne peut le soutenir. Merci, Chana. Mais il faut parer à cela, il faut travailler à cela. Aujourd'hui, je pense que la meilleure façon de régler... Personne ne peut soutenir non, revenons dans l'esprit de Mars, dans sa globalité, l'esprit de Mars. Qu'est-ce que vous ressentez de... Absolument rien. Ouais. Mon ressenti, comme je le dis, c'est le pragmatisme. Ok, allez-y. C'est le résultat escompté. Moi, je propose plutôt, aujourd'hui que nous sommes parvenus à ce point de dissolution, maintenant il faut recréer... Parce que c'est pour l'AEM. On est en train de dissoudre des partis politiques. Non, parlons de l'AEM. Des associations. D'autres associations ont été avant l'AEM. Un sujet à la fois. Ça devient... ça devient la règle. La dissolution est en train de devenir la règle. Keïta, si on me demandait mon opinion sur la dissolution des partis politiques, je vais vous dire ma pensée. Maintenant, si on me demande mon avis sur la dissolution de l'AEM, c'est de cela qu'il s'agit. J'ai fait un lien entre si ça vous voulez en faire et un le lien, multipartisme. Non, ça parce que le multipartisme qui est aussi un des acquis. Non, quand il y a de la criminalité
qui est inclus. Quand il y a la vie des hommes... Ça, je suis d'accord. L'AEM, personne n'a dit que l'AEM ne doit pas. Mais Les dans sanctions le disciplinaires et sillage, judiciaires suffisent. dans le sillage de l'AEM... Au sein de la population, il y a la aujourd'hui, ça n'a criminalité, pas- on ne dissout pas la non, ça population. n'a Et puis les crimes sont individuels. Non, Les crimes sont individuels. C'est les plus- absolument. les plus- je vous ai donné, je ne vais pas On risque ce soir de sortir de nos rôles, en réalité. Je vais vous donner simplement Oui. mon avis, qui peut ne pas être accepté. Je respecte l'avis des jurés, mais mon avis, c'est quoi? On est dans le cadre de l'AEM. Je peux extrapoler pour les partis politiques. J'ai émis publiquement mon opinion sur le fait que aujourd'hui les violations des droits de l'homme sont une réalité récurrente au Mali. Et ça fait peur. Il y a des hommes politiques qui sont exilés, il y a des hommes politiques qui sont en prison. Je déplore et je m'en indigne. Mais puisque nous parlons de l'AEM, je vous donne simplement une proposition. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au fait que depuis fort longtemps, le peuple malien demande cette dissolution. Comme il a dit déjà, c'est dans les résolutions des ANR. L'État, aujourd'hui, est parvenu à dissoudre l'AEM. Que faut-il faire? Devrait être la question, parce que nous l'avons tous souhaité. Moi, personnellement, je l'ai souhaité. Et depuis 2013, je vous l'ai dit que c'était déjà dans mon projet de société la dissolution de l'AEM à la forme actuelle. Ça ne veut pas dire que nous allons priver l'espace universitaire et scolaire de l'esprit. Du droit associatif. Absolument. Ouais. Non, ils ne vont pas être privés de cela. Mais quand l'école même est en danger, quand la vie de nos enfants est en danger, il faut prendre des mesures souvent fortes. D'accord. Et je respecte aujourd'hui cette décision. Chana, nous savons que cette question vous passionne personnellement, Bien mais sûr, on va le traiter avec une proposition bien gardée. Allez-y. Bon, je pense que on dépasse cette situation de l'AEM. Je lui ai demandé son point de vue. J'ai entendu sa proposition. Nous n'avons pas le même regard par rapport à ça. C'est normal. C'est normal. Donc maintenant, nous pouvons avancer pour parler de notre aspect. Vous êtes hier, vous étiez un grand défenseur du régime. Aujourd'hui, vous ne suivez pas beaucoup, vous n'appréciez pas beaucoup ce que fait la transition. Est-ce qu'on peut savoir les raisons de ce décalage? Rupture. Ce décalage. Bon, en fait, l'espoir. J'ai fait partie du combat du M5 RFP, ça veut dire. J'ai pris des mesures. Aujourd'hui, vous n'en êtes plus membre. Hein. Bon, non, personnellement, j'ai pris mon écart. Le parti est toujours membre, mais Yes Samake n'est plus dans cette optique. Pour moi, on a échoué sur bien nombre de choses, notamment le fait que nous avons laissé cette situation. D'abord, nos objectifs ne sont pas atteints et nous avons accepté cette situation de fait. C'est vrai, j'étais un grand défenseur de certaines décisions, surtout portant sur les relations entre le Mali et les organismes internationaux, entre le Mali et des pays tiers. Aujourd'hui, en ce temps-là, j'avais foi en la transition, d'aller vers l'ordre constitutionnel. Je crois à un Mali démocratique. Je suis républicain. Je suis arrivé à un point où j'ai peur que cette transition ne soit en train de s'agripper un peu trop longtemps au pouvoir. Mon ambition dans le combat, dans le M5, était de voir un Mali plus démocratique, où le peuple a sa voix. Certains font des éloges de la transition compte tenu de la prise de Kidal. C'est une très bonne chose.
Mais il n'y a rien de mieux dans la vie d'une nation que la capacité et la possibilité de participer aux décisions qui affectent la vie des citoyens de cette génération et des générations à venir. Et cette participation, elle est aussi importante que la souveraineté. Parce que les individus, les localités, aujourd'hui qui ne sont pas représentés, parce que j'ai dit, depuis le début, j'ai toujours dit, même quand je soutenais la transition, j'ai dit les fondations sont faibles. On a bâti le château de cette transition sur des fondations très faibles, notamment la mise en place des institutions, à commencer par le CNT. Ils n'ont pas vu l'ampleur et surtout l'impact que cela aurait sur le reste de la transition. Mais j'ai toujours dit que plus une transition dure, plus ça devient dur. Parce que je suis républicain, je crois aux valeurs républicaines. Les Maliens se sont sacrifiés pour que nous puissions arriver à la démocratie. Et c'est déplorable de voir aujourd'hui certains leaders du mouvement démocratique s'asseoir et regarder la démocratie mourir à petit feu. Ah. Alors que vous avez dit que ça ne vous dit rien. Qu'est-ce que ne me dit rien? Vous n'avez pas de ressenti. Non, ça c'est un point spécifique. Ne revenons pas sur ça parce que ça revient sur l'AEM. J'ai dit, je n'ai aucun ressenti quand je vois qu'il faut sauver des vies. Ok. Je préfère cette dissolution. Mais je ne vais pas revenir à ça. Chana, je ne suis pas contre cette transition. Mais je suis pour la fin de cette transition. La réussite d'une transition, l'objectif d'une transition, c'est d'arriver à sa fin. Toute transition qui ne finit pas, c'est un échec. Et donc, il faut en finir avec cette transition. D'accord. Comment? Aller à l'ordre constitutionnel, aller à des élections. Le report léger qu'on nous a promis, il faut aller à des étapes qui nous rapprochent aux réformes nécessaires pour aller à l'élection présidentielle. D'accord. Voilà, il y a des gens qui se lèvent déjà, des voix se lèvent déjà pour ça. Là. Pourquoi vous n'êtes pas du côté de ces voix-là? Vous ne me suivez pas? Synergie. Oui. Non, Des regroupements qui se créent déjà. Qui se lèvent déjà je ne suis pas dans contre ces ça, mais regroupements. qu'à cela ne tienne. Effectivement, si, comme vous le dites, on avait voté une nouvelle constitution, c'était pour amorcer ce retour de la crise aujourd'hui. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Quelle est selon vous, quelle échéance selon vous est le seuil du tolérable pour vous? On ne saurait le décider pour toute une nation. Vous savez? Non, le seuil du tolérable, puisqu'en réalité, vous ne pouvez pas, en tant qu'homme politique qui avait des ambitions de participer au jeu politique, de conquérir le pouvoir, ne pas avoir pendant aussi longtemps l'opportunité de conquérir ce pouvoir-là. Et de continuer aussi à s'en accommoder et ne pas s'indigner. Si vous me suivez, M. Keita, sur les réseaux sociaux, si vous me suivez dans mes discours publics, je m'indigne à chaque occasion. Je suis l'un des rares hommes politiques aujourd'hui à rappeler toujours que plus ça dure, plus c'est dur. Je suis l'un des hommes. Vous contentez de vous rappeler seulement quelle autre action peut-on faire selon vous pour freiner ce que vous présentez comme une dérive? C'est d'inspirer, c'est de motiver l'opinion publique, c'est de s'adresser à l'opinion nationale et c'est ce que nous faisons. Nous n'allons pas prendre des armes. Nos armes, c'est les procédures démocratiques, même si nous ne sommes plus dans la démocratie. Il faut reconnaître que le Mali, aujourd'hui, n'est plus dans un environnement démocratique. Nous sommes dans un régime militaire. Mais comme vous l'avez dit, vous avez participé quand même à ça. Aujourd'hui, puisque on ne vous a même pas entendu condamner, puisque vous dites que vous êtes républicain, on ne vous a pas entendu condamner le coup d'État à l'époque. Vous ne l'avez pas condamné. Vous l'avez approuvé. Vous étiez du côté de... Bon, moi, je ne vous ai pas entendu. Je ne sais pas si les autres qui sont là ont entendu. Ça fait partie on le croit, c'est dit là devant nous. Ça fait partie des raisons. Ça fait partie des raisons. C'est dit de la condamner. Bon, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, si vous devez juger ce que vous avez combattu hier et ce qu'on vous donne aujourd'hui,
faites-nous un peu la balance, quoi. Est-ce qu'en réalité, vous ne regrettez pas d'avoir fait tomber un régime pour avoir un autre que vous présentez, tel que vous êtes en train de le présenter? C'est simpliste de poser le problème en tant que tel. Nous avions des ambitions pour le Mali. Ce combat, ce n'était pas pour que le Mali tombe entre les mains d'un régime militaire. Ce n'était pas l'objectif. Hélas. Hélas. Donc il y a du regret aujourd'hui. Ce n'était pas notre objectif. Il y a quelque chose qui s'est produit que, comme on dit en bon français, c'était un effet externalité. C'est-à-dire que nous n'avons pas prévu que ce combat aboutirait à un coup d'État militaire. Notre souhait, c'était de mettre la pression et demander le changement. Voilà, le changement. Et moi, j'ai félicité le peuple malien. J'ai dit jamais dans l'histoire, et même en Afrique, c'est rare, de voir que le peuple se lève pendant 6 mois de protestation pour demander que les choses s'améliorent. Et c'est regrettable. Notre ambition n'était point un recul. C'était conséquence. C'est le recul institutionnel dont vous parlez. Il y a le recul institutionnel, il y a le recul dans le mode socio-économique. Socio-économique, sur beaucoup de choses. D'accord. Maintenant, le combat pour l'amélioration de la vie des citoyens a toujours son sens. D'accord. Vous avez parlé de l'amélioration de la vie des citoyens. Chana, les téléspectateurs nous attendent certainement de demander à M. Samake sur sa promesse faite par rapport au 1 million, un Malien, 1 million déjà. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Bon, oui. L'amélioration des conditions de vie et de travail des Maliens commence d'abord par un environnement. Un environnement démocratique, juste. Et vous, dans vos multiples propositions, vous avez suggéré à l'opinion publique que quand vous serez président, vous pourriez donner à chaque Malien 1 million. Est-ce qu'on peut savoir le bien fondé de cette déclaration? Vous voulez qu'il fasse l'assimilation entre ces plateaux? Bon, si il peut nous donner une autre avance, nous sommes preneurs. Il y a le conseiller spécial du Premier ministre, Ablaye Koné, qui demande j'ai vu sur la page du conseil spécial du Premier ministre qui demande au grand jury et de vous demander son avance. Il attend une avance sur le million, parce que même les gens qui sont à la primature ressentent la crise. Que dire? Chana, merci. Vous savez, vous me donnez l'occasion de vous dépeindre un peu quel genre de politique je suis. Et regardez mon parcours. Je n'ai jamais été membre du gouvernement. C'est vrai, j'ai servi comme ambassadeur à une moindre position de décision. Regardez aujourd'hui l'environnement politique. Où sont les hommes politiques? Je suis toujours au chevet des populations. Je suis un politique qui a su mobiliser des ressources pour résoudre les problèmes des communautés. La semaine dernière, tout près, le dimanche dernier, j'étais à Sikasso avec le ministre des Affaires religieuses pour l'inauguration des châteaux d'eau offerte au lycée Monseigneur Didier de Monclos, le plus grand lycée public du Mali, qui, les 11 dernières années, était à la quête de gouttes d'eau pour les élèves. De là-bas, je suis allé à Ngana, derrière Kia, poser la première pierre de 3 salles de classe, un kit scolaire complet. Ce qui va faire 50 kits scolaires pour le Mali, dans 50 différents villages. 58 forages donnés aux populations. C'est ces actions concrètes qui caractérisent la façon par laquelle je m'engage auprès des populations. Je parviens à mobiliser des ressources, je parviens à évaluer les besoins. Jusqu'aujourd'hui, depuis les régimes passés, beaucoup d'organisations de ce genre ont vu le jour et se sont éteintes. Je continue parce que je crois fermement que diriger, c'est servir. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui la population souffre. Le peuple malien est dans une situation précaire. Il y a la précarité qui est sentie, même au niveau de la primature, comme vous l'avez dit. J'ai fait une promesse. J'ai dit, si je suis
élu président de la République du Mali, avec les ressources étatiques, je vais donner à chaque Malien qui a l'âge de 18 ans et plus 1 million de francs CFA chaque année. Ce qui constitue une allocation de 83 300 francs CFA par mois. Insignifiant. Mais les gens, de toutes les propositions politiques que j'ai pu faire depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une forte adhésion à cette politique. Parce que ça crée de l'espoir. Un fort intérêt. Un fort intérêt. Bon, les gens adhèrent à ce qui les intéresse. C'est liquide. C'est liquide, voilà. Et donc, c'était pour frapper un peu l'imagination et les esprits des gens. Ce n'est pas que je rétracte. C'est juste un effet d'annonce, hein? Non, ce n'est pas que je rétracte l'annonce. Le simple fait que... Vous maintenez encore cela que si vous êtes président, absolument, chaque Malien, à partir de 18 ans, aura son million. À quelques exceptions près, nous allons... Vous allez donner un coup ou bien par mois? Non, c'est toute une politique publique qui est destinée d'abord à bancariser les Maliens, parce qu'il y a moins de 30% des Maliens qui ont des comptes bancaires. Chaque Malien qui voudrait bénéficier de cela doit d'abord créer un compte bancaire. Et il y a des méthodes de décaissement. Je ne suis pas allé dans ça parce que quand on est dans les grands meetings, on ne peut pas développer toute une politique publique. Vous pouvez nous développer. La brique, ça va tomber d'un coup, ou bien comme vous le dites 83 000 par mois, ou comment? Non, c'est à la demande. Parce qu'il y a 30% seulement de cet argent qui peut aller dans la nourriture et les médicaments. Il y a un certain pourcentage qu'il faut demander. Les gens doivent demander, s'ils doivent, par exemple, les élèves qui aujourd'hui veulent aller étudier, ils auront, parce que pour faire un master aujourd'hui au Mali, il te faut à peu près 800 000 francs CFA. Minimum. Par an. Donc, ils peuvent emprunter, cet argent peut être issu pour les études. On peut donner les 800 000 pour les études et les 200 000 pour acheter des motos. Chaque année, ça sera déboursé, mais dans un compte bancaire. Il y a tout un programme autour de ça. Mais les gens veulent aujourd'hui qu'on leur donne une avance. Puisque c'est lié à une condition. Donnez-moi une avance du pouvoir. Je vous donnerai l'avance sur les 1 million. D'accord. Oui, mais Abdelrahman, s'il vous plaît, vous avez parlé de vos réalisations en termes de forage, en termes d'écoles construites déjà. Certains, quand même, assimilent ces actions-là à une sorte de campagne avant l'heure. Que leur répondez-vous? Nous sommes toujours en campagne pour son pays. Là, il y a la campagne électorale, il y a la campagne de développement. J'ai toujours été en campagne pour le Mali. Quand je suis ici ou quand je ne suis pas là. Je suis fier de ce pays. Le Mali m'a tout donné. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est le Mali qui me l'a donné. Et donc, j'ai le devoir de service envers le Mali. Et donc, je suis en campagne. Mais aucune élection n'est annoncée. Donc, on ne peut pas dire que c'est une campagne électorale. C'est des campagnes de développement. Et j'invite les acteurs de développement et j'invite les acteurs politiques à suivre cette campagne-là pour le Mali. Parce que les gens à Kinya ont besoin d'eau. Les gens à Labata avaient besoin d'écoles. Il y a certaines parties du Mali qui se sentent souvent moins maliens. En contribuant à l'effort du gouvernement, nous contribuons à leur donner le sentiment d'appartenance à une nation qui ne les a pas oubliés. Donc, j'ai été personnellement très flatté l'autre jour, très ému par les propos tenus par le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes. Quand il parle que Yé est un grand patriote, il a été ému de voir les réalisations à cette école. Et donc, quand un membre du gouvernement de la transition exprime des éloges de ce genre, ça encourage. Parce que pendant tout ce temps, la transition n'a jamais reconnu l'effort que je suis en train de fournir pour contribuer d'ailleurs à soulager les Maliens en cette période de précarité. Et qu'un ministre de l'État, qu'un ministre du gouvernement émette de telles appréciations, ça m'a vraiment renforcé. Pour votre dernière question, allez-y. Toute dernière? Oui.
Ça va vite. Oui. Ah oui, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais aborder un peu avec lui, faire un parallèle entre ces promesses de 1 million et le besoin réel des Maliens en matière d'énergie. Oui, allez-y. Mais je vais hein, donc, s'il peut nous dire réellement ce qu'il peut vraiment proposer comme solution immédiate à la crise que traverse aujourd'hui, parce que je pense que les Maliens ont beaucoup plus besoin d'énergie aujourd'hui que des millions là. Ou les deux. En fait, les Maliens utiliseraient bien les millions pour aller... Aujourd'hui, si vous leur demandez ce qu'ils veulent réellement, par rapport aux millions aléatoires qu'ils ne voient pas, ils préféreraient vraiment de l'énergie. Quelles sont les solutions immédiates que vous proposiez, que vous suggériez au pouvoir aujourd'hui En 2013, pour traverser... En 2013 déjà, je vais vous lire si vous le permettez, juste c'est bref. En 2013, je disais ceci. Face au défi de la demande d'électricité pour nos foyers et nos entreprises, il urge que l'État investisse agressivement dans les sources d'énergie renouvelables. Aucune ressource ni solution ne peut être écartée pour des raisons conjoncturelles ou idéologiques. Aussi, une solution durable de production d'énergie implique l'adaptabilité spatiale et temporelle aux spécificités des besoins et des ressources de notre pays. Des objectifs spécifiques, j'ai dit libéralisation totale du secteur de production pour fournir au maximum 200 MW d'électricité supplémentaire, solaire, thermique, biomasse, hydraulique, géothermique, et j'en passe. Et cela, tous les 5 ans. Le Mali peut le faire parce que les besoins augmentent chaque année. Dans l'immédiat aujourd'hui. Dans l'immédiat, je voulais juste vous dire, depuis 2013, déjà j'avais anticipé cela. Ça veut dire que tu as de la vision. Absolument. Il faut aujourd'hui, nous pouvons, je l'ai dit il y a 3 mois avant le Ramadan, j'avais souci de nos compatriotes qui jeûnent pendant ces temps de canicule. L'électricité n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Aujourd'hui, les gens ne parviennent même pas à se fournir de la glace pour boire de l'eau fraîche. 1000 francs, 1000 francs, la petite. Donc, j'avais dit que l'État peut contribuer à 30% le coût de réalisation d'un Mali électrifié. Quel État? Cet État d'aujourd'hui? L'État nous parlons de l'immédiat. Avec quels moyens l'État d'aujourd'hui peut contribuer à 30%? Un État qui renonce déjà à 700 milliards d'aides budgétaires annuelles à cause de des options et des non, le problème qui se pose aujourd'hui, M. Keita. Où est-ce qu'on peut mobiliser l'argent pour contribuer à 30%? Puisque la population doit contribuer à 70% dans le projet que j'ai. J'en arrive. Justement, donne-moi juste une minute. Je vais vous expliquer. Je l'ai longuement réfléchi. Il faut aller directement aujourd'hui à des implantations d'installations locales. Le solaire. Oui. La distribution aujourd'hui, la ligne de distribution de l'EDM est vétuste. Pour remplacer cela, ça va coûter les yeux de la tête de l'État. Nous n'avons pas et nous n'aurons pas ces ressources-là dans les 2 ans, 5 ans à venir. Ce qui est plus rapide, ce n'est pas du problème de gasoil, c'est un problème de finance, bien entendu. Absolument. Mais il faut ajouter à cela la nouvelle technologie, notamment l'énergie solaire. Le Burkina est aujourd'hui le 2e pays à augmenter par le solaire sa production énergétique. C'est pas sorcier. Le 2e pays, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en Afrique, dans toute l'Afrique. Après Afrique du Sud ou bien? Je ne me rappelle plus. J'ai la liste, mais c'est le Burkina qui a retenu tout de suite mon attention. Le Mali ne fait pas partie de toute façon. Il y a le Kenya, il y a le Maroc. Je crois que c'était peut-être le Maroc. Le Maroc, oui. Voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, si Keita a besoin d'électricité, ça lui coûte 10 millions d'installer le solaire chez lui. L'État s'engage à lui donner 3 millions. Vous voyez comment ça peut le motiver à aller vers... Maintenant, ça désengorge le besoin sur l'EDM. Oui. Non seulement nous prenons en charge les besoins énergétiques d'une famille et même d'un quartier, mais en plus, nous désengorgeons l'EDM. Oui. Et progressivement, et dans l'immédiat, parce que ça ne prend pas
plus de 3 semaines pour mettre une installation de 15 à 30 mégawatts. De 15 à 30 kilowatts. Vous envisagez la création d'une banque Absolument. Et c'est à cette raison que si moi j'étais président du Mali, j'allais créer la banque de l'énergie solaire pour faire en sorte que nous puissions financer les individus, les familles, pour aller à des petites installations plutôt que d'affronter la vétusté de la ligne de distribution de l'EDF. Allez-y, Chana, pour la dernière. Oui, je vois que vraiment vous tenez vraiment à être président. Vous y travaillez tous les jours, alors qu'il y a des partis qui s'activent vraiment à soutenir une éventuelle candidature d'Assimi Goïta. Je sais que ça ne serait vraiment pas votre cas. Est-ce que vous accepteriez, ou bien est-ce que selon vous, il est possible, selon les textes actuels, que Assimi fasse acte de candidature? Non, textuellement, non. Et ensuite, craignez-vous cette candidature, cette éventuelle Absolument candidature? pas. Je ne crains pas la candidature de qui que ce soit. Mais je ne le souhaite pas pour Assimi parce que je sais que ce n'est pas dans son intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt du Mali. Je pense que... Ce n'est pas dans l'intérêt d'Assimi, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple malien. Que lui soit candidat. Absolument. Ça, personnellement, je lui souhaite de sortir par la grande porte et d'être ce grand Malien qu'on peut consulter et qui fait la fierté de toute l'Afrique. Ce qu'il a déjà pu réaliser, sur du vrai ou sur du faux, mais la réalité est que Assimi aujourd'hui a un grand assentiment du peuple malien et même africain. C'est pourquoi certains veulent qu'il soit candidat. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour être candidat puisqu'il y a des textes qui régissent. On ne peut pas faire du bien avec du mal. En violation de tous les textes, vous ne pouvez pas devenir un président apprécié par tous. Je lui suggère ça. Ce n'est pas parce que je veux être président, c'est parce que je veux du bien pour ce pays. Mais qu'à cela ne tienne, si je ne suis pas empêché, je serai candidat. Et je vous donne ma parole que je ne soutiendrai pas la candidature d'un militaire à l'élection présidentielle au Mali. Cela est un principe non négociable. Beaucoup de personnes me disent, il ne faut pas dire ça à la télé. Je dis, mais pourquoi pas? Je suis malien, la constitution malienne le dit, et je soutiens parfaitement le fait que les militaires ne doivent pas briguer la magistrature suprême, ne doivent même pas être candidats à une élection, quelle qu'elle soit, même municipale. Sauf que certains peuvent vous dire qu'ATT est un militaire. Hein? Non, il a respecté quand même. Autre temps, autre mœurs. Absolument. Monsieur, vous venez de dire tout de suite qu'Assimi a l'assentiment de la majorité des Maliens et même avec le Mali des Africains. Sur quoi repose, selon vous, cet attachement, alors que dans le pays tel que vous venez de dire, rien ne va dans son pays, selon ce que vous-même vous décrivez? C'est un paradoxe. C'est une vue d'esprit. C'est un paradoxe. Une vue d'esprit. Mais j'aimerais voir quelqu'un qui puisse contredire le fait que Assimi est populaire au Mali aujourd'hui. Oui, mais sur quoi? On n'a pas dit que c'est faux, mais sur quoi cela repose selon vous? Ça repose sur le vécu, ce que nous voyons, les gens dire, ce que nous entendons. Parce que je vais dans les villages. C'est difficile pour nous aujourd'hui de critiquer le régime de cette transition. Oui. C'est un risque pour nous, pas seulement par rapport à la justice, mais la justice populaire. Oui, les citoyens. On m'insulte tous les jours pour dire que plus ça dure, plus c'est dur. Parce qu'il y a une certaine popularité. Oui. Maintenant cela, respectons cela. Il a fait beaucoup de choses que j'apprécie personnellement. Il y a beaucoup de choses que ce régime transitoire... Par exemple, dissoudre l'AEM, ça. Absolument. Absolument. Mais Keïta, je vais finir par dire ceci. Oui. Pour être très sérieux, Assimi, il a fait des choses appréciées par le peuple malien. Qu'il sorte de ce jeu politique, qu'il reste le Assimi apprécié de tous, ou d'une grande partie quand même. On ne peut pas être apprécié par tout le monde. Et donc, je lui conseille personnellement de ne pas écouter ce que lui chante de louange qu'il doit continuer. Toute bonne chose a une fin. Et je répète, plus ça dure, plus c'est dur. Ok.
Ainsi donc prend fin ce débat. Hein. Nous allons à présent nous retirer pour procéder à la délibération. Abdraman. Bon, je vais commencer par ce par quoi il a terminé. Il a terminé, moi je pense que ce qu'il vient de dire ici, plus à Dieu. Et je pense qu'en réalité ça a été une constance dans sa prise de position depuis qu'on le connaît ici. Chaque fois qu'on lui a posé cette question, il a toujours conseillé à Assimi Goïta de rentrer dans l'histoire de cette façon-là, en refusant d'écouter les sirènes qui l'invitent à être sur l'arène politique, de jouer dans l'arène politique. Et ça c'est pour la constance. Maintenant, pour l'inconstance, dans le sens du positif, hein, nous avons vraiment souvent accueilli un grand défenseur de la transition du régime actuel. Aujourd'hui, je pense que vraiment Yaya Samake n'est plus le même. Il n'est plus le même parce que la transition présente un visage différent. Et j'ai beaucoup apprécié, Monsieur le Président, sa prise de hauteur, sa capacité de se remettre en cause et de reconnaître que ses attentes n'ont pas été comblées et que cela lui a imposé d'aller dans le sens de ce qu'il pense bon pour les pays, pour le public. Monsieur le Président, ça c'est une autre forme de hauteur qui mérite d'être bien récompensée, et je vous demande vraiment de le juger par rapport à ce courage et puis par rapport aussi à sa franchise de dire ce qu'il pense réellement des situations, des nouvelles situations qui sont différentes de celles qui l'ont amené à prendre une position antérieure. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un autre Yaya, un Yaya plus grand, un Samake plus grand que aujourd'hui que le Samake d'hier. Le Samake d'hier, vous pouvez lui accorder vraiment une libération. Chana. Oui, merci, Monsieur le Président. Il a répondu à toutes nos interrogations et j'ai vu en lui un personnage qui évolue. Ce n'est pas un personnage qui reste grippé sur une décision. Il évolue, il apprécie les décisions et les situations selon son regard, selon sa vision, parce que c'est un homme politique très ambitieux. Un homme politique ambitieux qui travaille discrètement, même si souvent il rend public ce qu'il fait de positif. Il travaille discrètement, doucement, sûrement. De tels hommes politiques pourraient surprendre. Ils pourraient surprendre parce qu'ils travaillent toute l'année. Et ils travaillent en faisant du bien. Et là, c'est déjà comme lui, comme Poulot, hein, qui sont dans ce caniveau, qui peuvent surprendre. Ils peuvent surprendre parce que ce sont des gens, il faut le dire, ils sont tous des Normaliens, c'est des gens intelligents, les Normaliens. Hein, ce sont des gens intelligents, les Normaliens. Est-ce que vous voyez? Donc, là où je ne l'ai pas retrouvé, c'est au niveau de la dissolution de l'AEM. Oui. Et ce n'est pas parce que c'est à ce niveau-là, nous n'avons pas le même point de vue aussi qu'il faut le condamner, Monsieur le Président. Et c'est l'occasion, vraiment, Monsieur le Président, de nous démarquer vis-à-vis du gouvernement par rapport à cette dissolution. L'AEM ne mérite pas ce sort, Monsieur le Président. L'AEM, c'est le fer de lance du mouvement démocratique. C'est le symbole de la démocratie. C'est le symbole du multipartisme. Il y a eu des sanctions disciplinaires, des sanctions judiciaires. Elles suffisent, Monsieur le Président, pour pouvoir remettre de l'ordre au sein du mouvement AEM. Oui, personne n'accepte, ne tolère et ne peut soutenir l'AEM sur ce qui se passe sur les campus universitaires. Au sein de notre société, il y a des criminels, on tue, mais on ne dissout pas la société. Au sein de nos familles, il y a des voleurs, mais on ne dissout pas la famille. Monsieur le Président, c'est une très mauvaise décision des autorités de dissoudre l'AEM. On peut la suspendre pour essayer de mettre de l'ordre, pour réorganiser l'AEM. Mais la dissoudre est antidémocratique. C'est insulter Montesquieu. Monsieur le Président, c'est insulter Montesquieu. L'AEM ne mérite pas ce sort. Nous sommes en mars. Le mois de mars est un mois très significatif. Un mois de liberté publique.
un mois de la démocratie, du multipartisme, pour dire à bas au parti unique, à bas au regard unique, à bas à la dictature. C'est ça l'AEM. L'AEM, c'est pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves. N'eût été l'AEM aujourd'hui, l'école serait quelque part. Hein? C'est vrai qu'il y a eu des errements. D'accord. Il y a eu des errements. On le corrige. D'accord. On le corrige. Et les responsables politiques en sont responsables quelque part. Ils manipulent ces élèves-là. Ils leur donnent de l'argent. Ils leur créent des situations pour amasser une fortune. Mais pourquoi on n'arrête pas tout cela? D'accord. Pourquoi on n'arrête pas tout cela? Une seule phrase, juste pour dire que, pour appuyer Chana en disant que on n'a pas dissous l'armée parce qu'il y a eu des affrontements. L'armée parce qu'il y a eu des affrontements entre les bérets rouges et les bérets verts. Ça a été beaucoup plus sanglant. D'accord. Encore on ne va pas relancer le débat. Il y a eu même l'autre jour, il y a des gens de forces armées qui volent, qui font des situations qui ne sont pas amorales, immorales. Il y a des gens, les pompiers, les policiers toujours, il y a des gens qui vont voler parmi ces gens-là, mais on ne dissout pas ce corps-là. Monsieur Ya Samaké, je pense que ce n'est pas une bonne décision de dissoudre l'AEM. Pour autant, Monsieur le Président, je pense que nous pouvons le libérer en le disant, en lui suggérant pour ma part de revoir dans son programme le fait que l'AEM doit être dissoute. Non, l'AEM est un grand mouvement qui ne mérite pas une dissolution. D'accord. Avant déjà de prononcer la décision, je rappelle que chacun est responsable de ses prises de position sur la question de l'AEM autour de ce plateau. Je pense que les positions sont largement partagées. Chacun a sa conviction sur la décision. Donc, au bénéfice de ces deux réquisitoires sur la prestation de M. Samaké, il me plaît, M. Samaké, de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation, même si nombreux sont les Maliens qui attendent fermement leurs millions promis déjà. Donc, un dernier mot. Je suis touché par l'émotion des deux jurés par rapport à l'AEM. Et c'est compréhensible. C'est très compréhensible. C'est vrai, l'AEM était à l'avant-garde des combats pour le multipartisme et la démocratie au Mali. C'est arrivé à un moment où je me suis dit moi-même qui est tant contribué à la résolution des problèmes de l'école. Mon premier engagement au Mali, c'est l'école. Rappelez-vous, les 50 écoles kits scolaires construites pour le Mali, les bourses d'études décernées aux étudiants maliens, je suis avec les élèves. Il arrive un moment où certaines décisions créent de la polémique et nous divisent même. Néanmoins, nous apprécions les uns les autres les positions. J'admire déjà cette passion que vous avez pour la démocratie, mais aussi pour la défense de cette association dans laquelle vous avez servi vous-même. Mais permettez qu'on ait cette divergence. Nous sommes des gens très respectables et qui respectent les décisions et les prises de position. Permettez-moi de saluer les membres du jury pour leur clémence et pour aussi avoir dirigé une interview aussi élevée de niveau. J'ai la pertinence des questions. Je vous encourage. Vous avez tous mes encouragements. Vous faites la fierté de la presse. Continuons. Moi, j'ai abandonné mon voyage pour être avec vous. Vous êtes admirés. Vous avez une audience incroyable au Mali. Continuez à servir le Mali. Continuez à servir la démocratie par l'information, en exposant le peuple malien à la vérité et surtout à la confrontation des idées. Je vous en félicite. Je vous remercie aussi pour votre clémence. Et je remercie l'audience, surtout le président, pour la conduite des débats. Je vous remercie. Ainsi prend fin donc ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité l'ambassadeur Yé Samaké, président d'honneur du PACP. Nous disons encore une fois, clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Wouelessebourg. Au revoir.